On est au XIIe siècle. Le Maghreb est dominé par un empire qui semble inébranlable, celui des Almoravides. Pourtant, au cœur des montagnes du Haut-Atlas, une idée radicale est en train de germer. C'est une idée qui va tout changer, qui va déclencher une révolution et redessiner complètement la carte de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie. Alors, sur le papier, l'Empire almoravide, c'est un colosse. Il s'étend de l'Espagne jusqu'au Sahara. Mais, sous cette façade un peu dorée, il y a des fissures, de profondes fissures. On commence à accuser l'élite de s'être éloignée de la foi, de s'être perdue dans le luxe. Et cette crise de légitimité, c'est le terrain parfait pour une révolte. Et voilà le cœur du problème, le choc des idées. D'un côté, on a les Almoravides, qui sont campés sur un formalisme juridique que beaucoup jugent trop rigide, trop déconnecté de la réalité des gens. Et de l'autre, on voit naître ce nouveau mouvement, les Almohades, qui prêchent un retour radical, un retour pur aux sources de l'islam, le Coran et la Sunna. C'est l'institution contre la révolution en quelque sorte. L'angle d'attaque des Almohades, il est très précis, c'est théologique, l'anthropomorphisme. C'est un mot un peu compliqué, mais l'idée est simple. Ils accusent les Almoravides de représenter Dieu avec des caractéristiques humaines, de lui donner un corps, une forme matérielle. Pour les Almohades, c'est une hérésie pure et simple. Et en accusant les dirigeants d'hérésie, ils ne font pas que débattre de religion. Ils scient la branche sur laquelle leur pouvoir est assis. Face à ce qu'ils considèrent comme une grave dérive, une nouvelle doctrine va s'imposer. Une solution radicale. C'est le début d'une vraie révolution de la pensée, portée par un homme et un mouvement. C'est la révolution du Tawhid. Au centre de cette tempête, il y a un homme, Mohamed ibn Toumart, un berbère issu des rudes montagnes de l'Atlas, de la grande confédération amazighe des Masmoutas. Son véritable génie, ça a été de réussir à unir des tribus qui étaient souvent rivales, de les rassembler autour d'une vision unique et extrêmement puissante. Et cette vision, elle repose sur un concept fondamental, le Tawhid, c'est-à-dire l'unicité absolue, intransigeante de Dieu. Cette doctrine, elle refuse toute comparaison entre Dieu et ses créatures et elle exige un retour direct au texte sans intermédiaire. C'est ça, le carburant idéologique qui va mettre le feu aux poudres. Le tournant a lieu en 1121. Là, Ibn Toumart franchit le pas décisif. Il se proclame Mahdi, le divinement guidé, une figure messianique, et il déclare le djihad, la guerre sainte, aux Almoravides. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un débat théologique, c'est une rébellion ouverte, à la fois militaire et religieuse. On passe maintenant de l'étincelle des idées à l'incendie de la guerre. C'est par le feu et par le sang qu'un nouvel empire va être forgé sur les cendres de l'ancien. Et la conquête va être d'une brutalité et d'une rapidité redoutables. Après la mort d'Ibn Toumart, c'est son successeur, Abd al-Mumin, qui prend les rênes. Et lui, il transforme cette idéologie en une formidable machine de guerre. La progression est fulgurante. Regardez, en 1145, Tlemcen et Oran tombent. 2 ans plus tard, c'est au tour de Fès. Toutes les routes mènent maintenant à la capitale, Marrakech, pour le coup de grâce. Mars 1147, c'est le moment décisif. Les armées almohades sont aux portes de Marrakech. La bataille pour le cœur de l'Empire almoravide va commencer. Et son issue va sceller le destin de toute la région pour le siècle à venir. Mais la capitale ne se rend pas facilement. La résistance est acharnée et elle est incarnée par une figure absolument incroyable et totalement inattendue. Fanou, une princesse almoravide qui enfile une armure, se déguise en homme et se bat en première ligne pour défendre sa ville. Sa bravoure était telle, dit-on, qu'elle forçait même l'admiration de ses ennemis. Le palais royal, la Casbah, tient bon jusqu'au bout. Il ne tombe qu'après la mort de Fanou, tué au combat. Sa fin tragique est devenue le symbole de la fin de la dynastie almoravide et le début sanglant de l'ère almorade. Avec la chute de Marrakech, le califat almohade entre dans son âge d'or, son apogée. Un empire immense est né. Il s'étend de l'Andalousie jusqu'à la Libye actuelle et il est bâti sur des principes de pouvoir complètement nouveaux et sur une identité très forte. Alors, c'était quoi leur recette ? Comment ont-ils fait pour consolider ce pouvoir immense ? Ça reposait sur plusieurs piliers. D'abord, un gouvernement très centralisé. Ensuite, le contrôle du très lucratif commerce de l'or qui traverse le Sahara, une flotte militaire redoutable en Méditerranée, et surtout, la création d'une identité culturelle vraiment unique. Et cette nouvelle identité, on la voit dans des symboles très forts. Par exemple, les Almohades vont frapper une monnaie carrée. Ça peut paraître anodin, mais c'est une rupture visuelle radicale avec la tradition des pièces rondes des dynasties précédentes. C'est une déclaration politique gravée dans le métal, le passé, c'est fini. Et l'innovation ne s'arrête pas là. Pour la toute première fois dans l'histoire du monde islamique, la langue berbère, l'amazigh, est élevée à un statut presque sacré. On l'entend dans les mosquées, pendant les prêches. C'est une façon d'ancrer le nouveau pouvoir dans ses racines amazighes profondes et de le légitimer auprès des populations.
Mais comme tous les empires, celui des Almohades n'allait pas durer éternellement. La question, c'est toujours la même. Comment une structure qui paraissait si solide a-t-elle pu s'effondrer? Pour comprendre ça, il faut peut-être se tourner vers un penseur visionnaire de cette période. Ce penseur, c'est le grand historien Ibn Khaldoun, et il nous donne une clé de lecture absolument fascinante. Il parle de l'asabia, qu'on pourrait traduire par solidarité de groupe ou esprit de corps. Pour lui, c'est un cycle inévitable. La force, la rusticité des fondateurs, forgée dans l'épreuve, finit toujours par s'éroder au fil des générations qui naissent dans le luxe et le confort de la cour. Et c'est exactement le scénario qui va se jouer. En 1269, à peine un siècle et demi après sa création, l'Empire, rongé de l'intérieur par les guerres de succession et attaqué de l'extérieur, se fracture. Il explose en plusieurs royaumes qui seront dirigés par de nouvelles dynasties, les Mérinides, les Ianides ou encore les Hafsides. Le pouvoir politique a disparu, c'est vrai. Mais l'héritage des Almohades, lui, il est toujours là, bien visible. Il est gravé de façon spectaculaire dans la pierre des villes qu'ils ont bâties et transformées. Il suffit d'aller à Marrakech, leur capitale. Là, on ne peut pas manquer le symbole le plus éclatant de leur art et de leur puissance, la mosquée Koutoubia. Son minaret majestueux est devenu un modèle qui a inspiré des architectes bien au-delà des frontières de l'Empire. Et si on traverse le détroit, on trouve sa sœur jumelle à Séville, la Giralda. C'était le minaret de la grande mosquée almohade de la ville. C'est un témoignage incroyable de leur présence en Al-Andalouse, un véritable pont architectural entre l'Afrique et l'Europe. Et enfin, à Rabat, il y a la Tour Hassan. C'est le minaret d'une mosquée qui devait être la plus grande du monde musulman, mais qui n'a jamais été achevée. Ce chantier inachevé nous montre mieux que tout autre l'ambition démesurée, la vision grandiose des bâtisseurs almohades. Ce qui nous amène à une dernière question, une réflexion pour conclure. Si tous les empires, même ceux nés d'une révolution, semblent condamnés à suivre ce cycle de grandeur puis de décadence, qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qui définit vraiment leur héritage? Est-ce que ce sont les idées, parfois radicales et qui ont tout déclenché, ou est-ce que ce sont ces pierres, ces monuments magnifiques qu'ils nous ont laissés?